il faut voir dans la régulation aujourd'hui de l'effort de pêche ou dans la préservation de cette ressource renouvelable. Donc c'est important. Il faut imaginer qu'il faut agir avec plusieurs instruments. C'est vrai que bon, souvent on parle de cette période biologique qui est un des instruments. Mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Donc il faut avoir plusieurs instruments dans l'organisation des zones de pêche, dans la vulgarisation et l'appropriation des notions de bonnes pratiques de pêche. On va prendre un exemple. Aujourd'hui, est-ce que si on prend un concept comme le développement durable ou la pêche responsable, est-ce qu'aujourd'hui ces notions sont automatiquement intégrées dans la formation? Je vous dirais que ce n'est pas évident. Jusqu'à maintenant, c'est cette évolution qu'il faut apporter. Les gens, nous ne pouvons pas les emmener, les professionnels, nous ne pouvons pas les emmener vers de nouvelles pratiques si de l'autre côté, nous ne nous expliquons pas de manière particulière ces notions, que ce soit dans le cadre de la vulgarisation ou que ce soit dans le cadre de la formation, et avec leurs mots, avec leurs... pas automatiquement les mots que nous pensons, nous, être évidents dans une logique évidente. Donc, pour nous, ce qui nous semble important, il faut pouvoir agir avec plusieurs instruments, à la fois les instruments de régulation de temps et d'espace, mais aussi des instruments sur les pratiques. Parce que, je vais vous donner un exemple. Vous dites, voilà, il y a repos biologique. Il y a repos biologique pendant 4 mois. En fait, très peu ne connaissent exactement même la notion de cet instrument. Cet instrument existe en Algérie depuis la fin du 19e siècle. Donc il a plus de 100 ans. Ce n'est pas un nouvel instrument donc, de régulation de l'effort de pêche. De l'autre côté, quand on dit 4 mois, ça veut pas dire que les gens vont ne vont pas pêcher dans les 3 miles pendant 3 mois. Ça veut pas dire aux 4 mois, ça veut pas dire que le reste du temps, il faut qu'ils pêchent de manière abusive. C'est-à-dire c'est un des instruments. Il faut qu'il s'intègre dans un ensemble d'instruments pour que nous puissions préserver la renouvelabilité de la ressource. Alors, puisqu'on est dans le sillage de la régulation et du contrôle, on a parlé à un moment donné de l'instauration d'une politique. Il n'y a pas de difficulté. Ils essayent de faire leur travail. Ils le font avec tous les moyens disponibles. Et je crois qu'aucun corps n'aura autant de moyens que, même si on voulait créer un nouveau corps, je vois mal ce nouveau corps avoir les moyens qu'aujourd'hui dont disposent les services des gardes-côtes. Maintenant, de l'autre côté, nous avons créé un corps des inspecteurs de la pêche. Et nous avons fait un travail depuis une année et demie, pour que ce corps d'inspecteurs de la pêche vienne renforcer dans les dimensions de la réglementation de la pêche, à la fois l'autorité de police maritime, mais aussi les autres types d'autorités. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ou 4 autorités principales qui interviennent. On a l'autorité vétérinaire, qui a des prérogatives sur l'ensemble des questions liées à l'hygiène et la salubrité bien sûr des produits de la mer, parce que c'est des produits animaux. Donc, il ne faut pas oublier. Il y a l'autorité du commerce et de la fraude,
qui relève du ministère du Commerce. Il y a l'autorité maritime, la police dont on parlait, et il y a une autorité qui est autour de la pêche, qui est plutôt centrée sur la réglementation très précise aujourd'hui qui est produite dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Donc c'est l'imbrication et la coordination d'intervention de ces différentes autorités qui peut améliorer bien sûr nos capacités de contrôle et nos capacités de régulation. C'est ce que nous avons convenu de faire et que nous sommes en train de faire au niveau du terrain. Nous avons même établi même un guide de travail avec ces différentes autorités. Et aujourd'hui, nous essayons d'avoir une coordination presque quotidienne et journalière avec ces différents. Bien sûr, chacun a une manière de regarder aujourd'hui un certain nombre d'indicateurs. Maintenant, ce qu'on est en train d'essayer de faire dans Aquapêche, c'est de pouvoir installer un modèle au réel. Non pas dans des intentions ou dans des projections, je dirais, qui ne reposent pas sur un réel. Mais là, on reprend nos données. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en mer? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a 300 000 tonnes de ressources. On doit utiliser un tiers. Si on va au-delà d'un tiers, on casse le stock. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a un déficit. Parce que la demande, elle augmente. La demande aujourd'hui, elle est en moyenne, elle augmente au double de la croissance démographique. Elle est au-delà de 5% en termes de croissance de la demande. De l'autre, l'offre, elle est relativement aujourd'hui limitée. Donc c'est pour ça que nous allons vers l'aquaculture pour combler les autres 100 000 tonnes. Donc en espérant à un moment avoir une offre qui est suffisante. Donc voilà, donc c'est pris en compte dans la démarche que nous mettons en place. Expliquer, Monsieur le Ministre, aux Algériens que nos côtes ne sont pas si poissonneuses que cela. Parce que dans le subconscient de tous les Algériens, ils disent nous avons des côtes très poissonneuses. Il faudrait peut-être expliquer une bonne fois pour toutes que c'est pas si évident que cela. Il y a des paramètres que beaucoup d'Algériens ignorent, notamment pour ce qui est de la pêche continentale. On va peut-être expliquer tout cela. On a essayé de faire un exercice, je ne sais pas s'il est derrière. Donc on va juste, vous allez m'excuser, je vais passer 3 ou 4 minutes là-dessus. Mais ça me semble important de voir la comparaison qu'on peut avoir entre les perceptions, les représentations sociales communes et ce qu'on a aujourd'hui le réel. Donc dans la représentation qu'on a du modèle d'exploitation, je dirais, des systèmes halieutiques, on a un certain nombre de postulats. Postulats qui sont partagés par tout le monde, qui sont relativement, aujourd'hui, non remis en cause. On considère que c'est des éléments qu'on ne cherche même pas à démontrer, donc, qui sont des fondements qui aujourd'hui construisent la logique de beaucoup d'intervenants autour du secteur. Alors, postulat 1, la fonction économique qu'on donne au secteur, elle est auto-centrée exclusivement sur une seule variable, le prix au consommateur. C'est un postulat. Le deuxième postulat, c'est que le poisson est l'aliment du port. Donc le prix doit être social. Le troisième postulat, parce que dans tout le subconscient, poisson égale sardine. Hein. C'est une espèce de... pratiquement une idée qu'on retrouve partout. La sardine est disponible toute l'année, sans variation saisonnière des prix et des quantités. Dans la mémoire collective aujourd'hui,
tout le monde retient que la sardine était un produit disponible toute l'année et de manière homogène et accessible. Ça, c'est la mémoire, c'est notre mémoire collective. Hein. Donc peut-être il faut questionner les vivants qui sont plus âgés que nous, ou questionner les morts. Mais il est clair que quand on voit les statistiques de débarquement, on ne les a pas, moi, entre les années pratiquement 1920 jusqu'au 1962, nous avons des débarquements du mois de mars qui sont les plus faibles dans toutes les, au cours des différents mois de l'année. Donc la sardine, dans le passé, n'était pas disponible toute l'année et de manière homogène, avec des prix homogènes. Mais dans les mémoires collectives, nous avons une autre perception. La ressource en mer est quasi infinie et mesurée par la longueur de la côte. C'est ça. Dans la perception collective, nous sommes riches de par notre 1200 ressource km, on arrête et pas. elle est infinie, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, elle n'a pas de mesure. Parce que nous avons une longue côte et j'ai mis l'accent sur les 45 500 km de côte de la Méditerranée. Alors, retenez un chiffre. Il y a 45 500 km de côte en Méditerranée. Nous avons 1200 à 1600, ça dépend qui va نحسبوها. ولا نحسبوها بالكوالات ولا نحسبوها بالمتر direct. En linéaire. Ça. Donc, rapportez ce chiffre 45 000 à 1500. Dans toute la Méditerranée, il y a 1 million de tonnes qui sont pêchées pour 45 000 kilomètres de côte. Si, l'Algérie, on avait 45 000 kilomètres de côte, et qu'on pêchait tout le stock de la mer, ça veut dire tout le stock que pêchent les 23 pays de la Méditerranée, on ne serait pas aux normes aujourd'hui d'un pays comme l'Espagne en termes de consommation par habitant. Ça, c'est des réalités. On peut ne pas les accepter, faire semblant qu'ils n'existent pas, pleurer. On peut avoir tous les sentiments qu'on veut. Mais ça, c'est les faits. C'est les faits. Les investissements et subventions dans la pêche sont énormes. Donc le prix doit être social, fixe, durable et légitime. Il est légitimé par les subventions. L'importance et les caractéristiques de la demande et des coûts de production n'évoluent pas. Ça veut dire, dans le modèle sur lequel nous raisonnons, rien n'évolue. Il n'y a que la demande n'évolue pas. Je vous donne un repère. Les statistiques de débarquement que nous avons, qui ne sont pas l'administration indépendante, l'administration coloniale. Les débarquements de sardines étaient de l'ordre de 14 000 tonnes par an, dont 7 000 tonnes allaient aux frais, 7 000 tonnes étaient allées à la conserve. Donc avec 7 000 tonnes, on arrivait à fournir le marché en frais. Aujourd'hui, avec 70 000 tonnes, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que la demande évolue. La demande évolue plus vite que l'offre. Ça, c'est des repères qui sont importants. Donc, postulat 1 plus postulat 2 plus postulat 3 tel 6, le modèle d'exploitation des systèmes halieutiques est défaillant, inefficace, sans utilité économique et sociale, individuelle et collective. Voilà le modèle analytique général qu'on utilise dans la représentation. Maintenant, si on le compare avec notre modèle de rapport-pêche. Alors là, on est dans une représentation factuelle et analytique. Elle est un peu différente. On n'est pas sur une représentation, je dirais, sociale.
Donc on essaie de monter ce modèle sur des paramètres qui sont mesurables, pas des postulats. La fonction économique, elle comprend 4 variables. Elle ne comprend pas une variable. Il faut de la valeur, parce que ceux qui investissent, il faut qu'ils aient une rentabilité. S'ils n'ont pas de rentabilité, les investissements de toutes les manières ne se feront pas. Il faut préserver les emplois et même en créer. Il faut bien gérer la ressource. Et il faut une bonne formation des prix économiques, donc dans un système qui est plus transparent. La variable 2, c'est que la sardine est aujourd'hui consommée par tous les strates de ménage. Il n'y a pas une strate qui ne consomme pas ce type de produit. Même si pour les autres produits, ils sont plus spécifiques à un certain nombre de couches de population. La pêche de capture est saisonnière. Aujourd'hui, toutes les données que nous avons sur 60 ans, plus, presque 100 ans, presque 100 ans, nous avons une pêche saisonnière de la sardine. Donc quand on prend en référence le prix du mois de mars, ça n'a pas de logique. Aujourd'hui, la référence, c'est entre le mois de juillet et le mois d'octobre. C'est la saison. C'est la saison biologiquement. C'est la saison économiquement. C'est la saison du point de vue maritime. Parce que, voilà. Donc maintenant, on peut l'accepter, on ne peut pas l'accepter. Ça, c'est une autre personne. C'est comme si on critiquait aujourd'hui le prix du poivron alors que ce n'est pas sa saison. C'est un peu ça. On prend cette référence et on considère que tout le système, il est défaillant. Ce qui nous gêne, c'est qu'on prend un seul critère, alors qu'on oublie derrière, il y a des emplois, il y a des revenus, il y a tout un ensemble d'impacts micro et macroéconomiques. On prend un seul critère et on le prend au plus mauvais moment. C'est-à-dire, il faut vraiment aller avoir envie de casser le machin. C'est normal que si on prend une référence au plus bas et on va l'utiliser comme étalon, parce que c'est une suite logique, hein, c'est une espèce de raisonnement qui se met en place, qui est insidieux. On prend un étalon qui est l'étalon pendant la plus mauvaise période, pendant la plus mauvaise situation. Et avec ça, on dit, bon, votre histoire ne tient pas la route. Donc bon, nous ce qu'on essaie de faire, c'est de construire sur un autre modèle, en prenant en compte les acquis, en prenant en compte les impacts qu'il y a déjà eu, en prenant en compte les réalités. On ne peut pas aujourd'hui, si on prend par exemple un repère, l'Espagne aujourd'hui, ils sont à 25 kg ou 30 kg par habitant, consommation de poissons. Les 2/3 sont importés. Mais on ne va pas regarder cette donnée, on va regarder la consommation de manière isolée, juste une donnée, consommation par habitant. On ne va pas regarder que le modèle est construit avant tout sur une importation très forte. Parce qu'en fait, on peut se poser la question, est-ce que nous sommes les seuls aujourd'hui, c'est notre situation, nous la vivons, nous sommes les seuls à la vivre? Non. Beaucoup de pays la vivent, mais chacun a fait ses choix. Il y a des pays qui sont allés vers un modèle importateur pour pouvoir améliorer leur niveau de consommation en protéines venant du poisson. Il y a d'autres pays qui ont développé l'aquaculture comme alternative. Je disais tout à l'heure, je lisais avant de venir le dernier rapport, qui est un rapport scientifique sur toute la Méditerranée, sur pratiquement 30 espèces. Dernière réunion qui s'est tenue il y a quelques semaines, à la Commission générale pour la Méditerranée.
sur les 30 espèces, il y a pratiquement 26 espèces qui sont surexploitées. Et aujourd'hui, que ce soit dans nos côtes ou dans d'autres côtes, on a à peu près les mêmes constats. Donc bon, on peut refuser ces évaluations scientifiques, on peut ne pas les prendre en compte, mais on est obligé quand même de tenir compte des réalités que nous avons. On dispose aujourd'hui dans le plan Aqua Algérie d'une sorte de mix, c'est-à-dire tant de pourcentage pour la production locale, tant de pourcentage pour l'importation, tant de pourcentage pour la pêche, tant de pourcentage pour l'aquaculture. Est-ce qu'on dispose de chiffres précis ou d'ambition du ministère dans ce sens? Si, on dispose, puisque les 100 000 tonnes viendraient de l'aquaculture, ça c'est clair. Ils viendraient de l'aquaculture, que ce soit une aquaculture en mer ou que l'aquaculture continentale. La seule équation, parce qu'on a affaire à une équation compliquée, la seule équation, elle est dans les habitudes alimentaires que nous avons. Aujourd'hui, la grande demande, elle est sur le frais, sur le poisson frais. Parce que nos habitudes alimentaires, pour ceux qui consomment du poisson, sont essentiellement orientées sur une consommation en frais. Je vous donne un chiffre. Par exemple, en Europe, 60% du poisson, il est consommé et transformé. Donc 60 à 70%, il est consommé en fin d'use, il est consommé en bâtonnet, il est consommé en surgelé, il est consommé... Et c'est comptabilisé dans la consommation moyenne par tête de... Ah bien sûr, bien sûr. Mais les habitudes ont évolué vers des produits. C'est pour ça que les variations saisonnières ne sont pas perceptibles par le consommateur. Très bien. Le nombre de projets, il est connu. Le nombre de projets qui ont été menés à leur terme. Je ne parle pas des idées de projets. Le nombre de projets, c'est 20 projets. C'est tout. Depuis 2000 Hein? Non, 20 projets qui ont été... Avec un objectif 2. Hein? Objectif 2. Non, enfin d'accord, j'ai pas le chiffre. Ce qu'on a lu dans la presse, c'était des... Donc تحاجي وتفكر انا نقول لك واش لقيت il y en a un même qui est opérateur historique donc qui est l'un des premiers initiateurs de projets dans le domaine de l'aquaculture, notamment l'aquaculture marine. Donc la question n'est pas une question de nombre ou de quantité. Pour nous, il y a eu ces 20 projets, cette vingtaine de projets qui ont été initiés avec une diversité. Il y a eu des projets en mer, des projets d'élevage en bassin, des projets à l'intérieur du pays, y compris dans des zones comme Ouergla, y compris Saïda, il y avait un certain Ain Timoujent. Avec des techniques différentes. Des techniques différentes et des espèces différentes. Bon. Nous, comment on a valorisé ce travail? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est construire l'avenir. Donc, comment on a valorisé ce travail? La première chose, c'est qu'on a essayé d'aider ceux qui étaient en cours à finaliser leur projet. Sur les 20 projets, je pense qu'en 2012, il y avait 2 projets fonctionnels. 3. La ferme de Sigilège, il y avait Cap Génette, où il y avait Jean-Bal pour les mois. Aujourd'hui, on est autour de 14 projets qui sont fonctionnels. Donc, là, je suis pragmatique, je me bon nombre ou grand nombre. Et la capacité, c'est-à-dire comment faire pour aider? Plus il y avait le projet d'Ouergla qui s'était effondré, qu'on a aidé à reprendre, et qui aujourd'hui, non, celui de Moulay. Donc on a aidé beaucoup de gens à essayer de se maintenir, parce que ces expériences étaient importantes. Et il fallait que
Aujourd'hui, on a une ferme qui est rentrée en production à Zemouri, on a la ferme d'Aïnti Mouchent qui est rentrée en production, on a au moins 3 ou 4 fermes où les cages sont déjà mis en place, donc qui vont rentrer en production à partir du mois de mai. On a quelqu'un fait Tlemcen, on a quelqu'un fait Wahran, quelqu'un fait... donc voilà. Les expériences, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir vous présenter une conception plus large sur 600 projets dans l'aquaculture, dans les différents types d'aquaculture. Et nous avons essayé d'apprendre de ces projets pour pouvoir orienter maintenant sur les bonnes pratiques, les choses qui marchent, le bon accompagnement. Donc, maintenant, les projets qui ont fonctionné. Nous avons eu l'année dernière 3 fermes qui produisaient du loup, de la dorade et du maigre. Leur niveau de production, pour l'instant, n'est pas assez important pour pouvoir peser sur le marché, mais leur produit existe. Leur produit est visible sur le marché.